Et ce communiqué du collectif Covid Médecins 974 qui décide une nouvelle fois de se faire entendre. Il réclame le droit de prescrire de l'hydroxychloroquine. Cette fois, les 14 médecins du collectif dénoncent une restriction inouïe de leur liberté de prescription depuis le début de l'année. Spécifiquement pour le traitement du Covid-19, cette mesure contredit notre culture médicale. La prise en charge de nos malades s'insurge-t-il ? À suivre d'ailleurs le deuxième round d'un débat animé entre deux médecins. C'est ce jeudi dont on refait la réunion midi entre le docteur François Chiez, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS, et le docteur Philippe de Chazourne, médecin libéral, membre de ce collectif Covid Médecins 974. Vous pourrez bien entendu leur poser toutes vos questions à partir de 12h15. On refait la réunion midi. Merci de nous rejoindre sur RTL Réunion. Il est 12h22 lors de votre émission de Libre Antenne de la mi-journée avec vos appels. Bienvenue également au standard au 02 62 234 567. Émission présentée par Johanna Martin, Antoine Gélin et vos invités du jour. Bonjour. Bonjour Mandy. Bonjour Mandy. On compte sur vous Mandy. Oui. C'est en substance le message lancé vendredi par Martine Ladoucette, la directrice de l'ARS, et Jacques Billan, le préfet de la Réunion. Ils comptent sur nous tous pour ne pas mettre en place d'abord un couvre-feu, ensuite peut-être un reconfinement si la situation empire sur l'île. Ce reconfinement, il serait décidé en fonction d'indicateurs. Le taux d'incidence notamment, qui a bondi en une semaine. Pour autant, la situation est loin d'être critique à La Réunion. D'où les mesures décidées par le préfet largement en deçà du niveau imposé en métropole. Qu'est-ce qui fait la différence d'ailleurs entre notre île et la métropole ? Un meilleur respect des gestes barrières par les Réunionnais, la météo clémente sous les tropiques, une souche différente de celle qui sévit en Europe. Plus de 6 mois après le début de la pandémie, beaucoup de questions restent sans réponse. Et ce qui provoque une certaine incompréhension chez les non-initiés, c'est-à-dire nous tous, qui ne sommes pas spécialistes, et de l'incompréhension au complotisme, il n'y a qu'un pas que certains n'hésitent pas à franchir. Alors quoi de mieux qu'un débat ouvert, respectueux et constructif entre deux praticiens ? Pas toujours d'accord, un débat pour nous éclairer, profanes que nous sommes. Bonsoir François Chiez. Bonjour François Chiez, pardon. Bonjour. Il est midi. Vous êtes directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS. Vous avez le mauvais rôle de représenter le discours officiel, mais on attend de vous que vous l'expliquiez aussi. C'est pas toujours le mauvais rôle. Bonjour Philippe de Chazourne. Bonjour. Et vous êtes médecin généraliste, membre de ce collectif Covid Médecins 974 qui remet en question ce discours officiel. Et en faisant ça, vous en témoignez sur notre antenne la semaine dernière, comme votre confrère néphrologue Bruno Bourgeon encore ce matin en parlant. Donc vous prenez des risques vis-à-vis de l'ordre des médecins. On vous remercie en tout cas tous les deux de vous prêter à cet exercice du débat en direct pour la deuxième fois sur RTL Réunion. On attend aussi les questions des auditeurs au 02 62 234 567. C'est jusqu'à 13h. Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. Les mots ne sont jamais les mêmes quand je le dis avec ma blouse. J'en ai en soie, j'en ai en laine, j'ai toute une collection de blouses. Je les porte toute la semaine et je les porterai toujours. C'est une pépite qu'on vous a trouvée, messieurs les médecins. Michel Simès, un confrère à vous, donc, qui prend le micro pour des sortes de parodies de tubes musicaux. Alors, au-delà du côté humoristique de cette intervention de Michel Simès, on a voulu aussi mettre un coup de projecteur sur notre collègue de RTL, qui a pu reconnaître que parfois il s'est trompé en expliquant avoir probablement, c'était au mois de mars, trop rassuré les Français en minimisant le coronavirus. Ce qui nous rappelle que la parole du médecin, on l'écoute plus que d'autres, mais que le médecin reste humain avant tout et peut se tromper, d'autant plus lorsque l'on parle de la Covid-19, docteur de Chazourne. C'est une très bonne introduction. Je remercie beaucoup Michel Simès. Simplement, je voudrais savoir s'il avait cité l'article L4113 du Code santé publique où on doit déclarer ses conflits d'intérêts. Je pense que si déjà les médias demander à ces intervenants de diffuser les conflits d'intérêts, peut-être que Michel Simès serait moins intervenu. Alors on entre dans le vif du sujet, cet article L4... Alors je précise que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêts, oui. Du coup, comme l'ensemble de collectifs Covid-19. J'allais citer votre communiqué de presse, article 4113-13 du Code de santé publique fait obligation aux membres de professions médicales qui s'expriment sur les produits de santé de faire une déclaration de leur lien avec les entreprises, les établissements
et les organismes qui les produisent, les exploitent ou les conseillent. Ça, c'est l'article in extenso. Et vous rajoutez, ça tombe bien, nous au collectif, nous ne déclarons aucun lien d'intérêt avec ces entreprises. En est-il de même des membres du conseil scientifique local ou national? Nous sommes en droit de poser la question et vous la posez la question. Et on vous la pose, François Chiez. En tout cas, conflit d'intérêt ou pas? Vous émargez, à part l'ARS, vous émargez ailleurs ou pas? Nulle part. Voilà. Et globalement, je n'ai aucun conflit d'intérêt déclaré et déclarable. Bon, bah c'est bien, on est entre deux médecins qui n'ont pas de conflit d'intérêt. C'est déjà une bonne chose. Et le 02 62 234 567 est également une bonne chose. Le standard est ouvert jusqu'à 13h, on le rappelle. Martine Ladoucette s'exprime dans la presse aujourd'hui, plus exactement dans le quotidien, dans une longue interview intitulée « La situation peut basculer très vite ». Ce sont les mots de Martine Ladoucette, la directrice de l'ARS. Quelle est la réalité aujourd'hui de l'épidémie à la Réunion? François Chiez et Philippe de Chazourne pour lui répondre. Alors, je pense que c'est pas à répondre, c'est que effectivement qu'on ait un avis, je dirais, assez commun, puisque on voit bien. Oui, puisque globalement, il suffit de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, le fait que on était à 38 pour 100 000 en taux d'incidence, 38 pour 100 000 personnes en taux d'incidence il y a de cela 3 semaines. Une semaine plus tard, il y a les congés, il y a un relâchement, il y a effectivement une situation qui fait que on passe à 57 pour 100 000. Donc c'est pas compliqué, c'est-à-dire que c'est mécanique à partir du moment où on respecte pas les gestes barrières, à partir du moment où on fait ses courses, je dirais, en proximité et collés les uns aux autres, à partir du moment où on a des pratiques sans la moindre distanciation physique, et ben, on voit que ça évolue très vite. Et là-dessus, on pense... Juste un exemple très simple, c'est l'histoire de la Martinique. La Martinique était à 60 pour 100 000, donc la situation où on est aujourd'hui, 3 semaines plus tard, elle est passée à 206 pour 100 000, elle est confinée. C'est un indicateur comment ça s'appelle déjà, le taux d'incidence. Est-ce que c'est le seul indicateur qui va décider si oui ou pas on passe d'abord en couvre-feu et puis peut-être après en reconfinement? Et on va écouter Philippe de Chazourne aussi sur sur ces indicateurs. Est-ce qu'il y croit, lui? Est-ce que il est du même avis que vous, docteur Chiez? Alors, les autres, le taux d'incidence, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants. Donc ça, c'est effectivement un taux d'incidence dont on parle beaucoup au niveau national. Un deuxième taux, c'est le taux d'incidence pour les personnes au-delà de 65 ans. Et donc là, le seuil n'est pas le même, puisque pour passer effectivement au couvre-feu, pour le taux d'incidence, c'est 150, et pour les personnes au-delà de 65, c'est 50 pour 100 000. Et puis, c'est effectivement 25% des lits de réanimation qui seraient effectivement occupés. Donc c'est vraiment ces deux indicateurs, taux d'incidence et les deux taux d'incidence et le taux d'occupation. Ce que nous disait un auditeur fort justement ce matin, c'est que plus on fait de tests, plus on va découvrir de cas positifs. Est-ce que ça, c'est évidemment pris en compte dans le déclenchement ou pas de nouvelles mesures? C'est-à-dire que est-ce que vous prenez en compte le nombre de tests réalisés par rapport au nombre de cas positifs et que vous faites la proportionnalité par rapport à ce qui était avant? Alors, en pratique, plus on fait de tests, plus on a de cas positifs. Oui, et dans ces cas-là, ça montre bien qu'il y a une circulation virale. Donc, de fait, on ne va pas recalculer des chiffres qui sont les chiffres réels. Donc, la question n'est pas là. L'important, c'est d'avoir un seuil de tests qu'on avait mis à 1700 par jour, qu'on puisse faire. On est un peu en deçà, mais on remonte. Docteur de Chazourne, pardon. Ces indicateurs, le taux d'incidence, est-ce qu'on peut avoir l'avis du médecin du collectif là-dessus? Oui, même si j'espère qu'un jour Monsieur Chiez rentrera dans notre collectif. On peut toujours espérer. Oui, je dis ça tout simplement parce que vous avez quand même une pétition de 300 personnes où, quand on lit les noms, vous avez un ancien directeur d'ARH honoraire, directeur régional des affaires sociales et sanitaires. Je me dis que souvent les gens font des mea culpa quand ils n'ont plus de conflit d'intérêt avec leur propre hiérarchie, mais ça on peut pas dire l'inverse. Alors par rapport aux chiffres, moi j'ai une question à poser au docteur Chiez. Vous parlez bien devant le micro, monsieur de Chazourne. Ah oui, mais déjà vous êtes le fait de distanciation microniale, le fait de prendre comme critère le taux d'incidence et le taux d'occupation. Ouais, alors j'espère qu'on va pas parler des chiffres. Moi, j'ai une question. Non, c'est surtout sur c'est une question fondamentale que je vais poser. Fondamentale. C'est quelqu'un qui est hospitalisé actuellement,
ce soit en France ou ici, on lui fait son test Covid, il devient hospitalisé pour test Covid, pour Covid. Cette personne va en réanimation, elle est en réanimation par Covid, ou elle va décéder par Covid. J'aimerais bien savoir si c'est ce que dit cette pétition des 300 chercheurs, des médecins universitaires, réanimateurs en France, c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce qu'évidemment, si ça est vrai, ça remet en cause mais tous les chiffres qu'on peut dire. C'est ce que nous disait Bruno Bourgeon ce matin. Exactement. Une personne qui est Greffé rénal. Voilà, qui est greffé rénal. Avec une angine. Avec une angine. Qui s'est retrouvée aux urgences. Alors que cette angine aurait pu être traitée par antibiotiques. Alors je sais pas pourquoi. Parce qu'elle est greffée rénale, voilà, et qu'elle est considérée comme Covid+. Donc elle augmente les chiffres. Forcément, elle est hospitalisée. Donc c'est plus de la précaution finalement, mais de la précaution qui n'aboutit pas au... C'est pas exactement de la précaution. Je pense que ça fait partie d'une communication de plus en plus importante, pour lesquelles il y a des financements pour ça. Et je crois qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des vrais budgets pour faire de la com. Vous avez le SIG, le service d'information du gouvernement, qui a des budgets énormes, des millions d'euros, beaucoup plus que les autres années. Donc on en est à près de 2 millions d'euros de com. La com, c'est quoi? La com, c'est de faire des sondages, d'enquêtes d'opinion pour savoir ce que pensent les gens. En fonction de ce qu'on pense les gens, eh bien, on va adapter notre communication, on va adapter notre stratégie, notamment au niveau des médias. Alors, par exemple, bientôt, vous allez avoir la vaccination. Ah, la vaccination, les gens sont un peu réticents. Allez, un petit peu de com et on va faire montrer ce spot insupportable de cette femme qu'on voit en BFM TV et cette femme dans une réunion de famille et qui termine dans un service de réanimation. Donc ça, c'est de la com. Pourquoi on n'entend pas les médecins dans ce cas-là, les médecins hospitaliers là-dessus? Alors on en entend de plus en plus. On en entend de plus en plus. Sauf que le problème, c'est que ces médecins sont attaqués. Et que ça a commencé, la chasse aux sorcières a commencé. Vous avez le docteur Raoult qui porte plainte contre la NSM. La NSM, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments. C'est pas rien la NSM, sauf quand il est dirigé par quelqu'un qui visiblement a des conflits d'intérêts, ce qui était absolument, Monsieur Martin, et c'était absolument pas le cas de Monsieur Dominique Marinacci, quand même, que je connais bien, parce qu'il a participé ici, il a eu le courage de participer ici à notre journée de l'indépendance médicale. C'est ce Monsieur Dominique Marinacci, c'est un hématologue très connu, ancien donc de directeur de l'Agence du médicament, qui était transformé en ANSM, et c'est lui qui avait mis en place les fameux RTU, vous savez, pour autoriser ces molécules qui, et donc, il y aurait eu Monsieur Marinacci, la RTE pour l'hydroxychloroquine aurait été acceptée. Ce qu'a refusé Monsieur Martin. Autre personne célèbre, c'est Monsieur Arousseau, quand même, qui est venu ici aussi à mon invitation, et c'était quand même ni plus ni rien le président de la Haute Autorité de Santé. Vous savez, l'organisme où est passée Madame Buzyn juste avant d'arriver au ministère. Donc ces gens-là, il y a énormément de scientifiques remettent en cause les chiffres officiels ou l'interprétation des chiffres officiels. Avant de prendre Elena qui attend depuis quelques minutes au téléphone et qui voulait poser une question au docteur Chiez, justement, docteur Chiez, peut-être une réaction là-dessus. Est-ce que sur les hospitaliers, donc on met directement, on hospitalise quelqu'un, par exemple si c'est un greffé rénal qui attrape la Covid, c'est automatique, on l'hospitalise. Est-ce que c'est par précaution ou est-ce que c'est par communication, comme le dit le docteur de Chazourne? Ça va pas vous étonner. C'est par précaution par rapport à l'ensemble des soignants, à l'ensemble des autres patients. Mais du coup, ça augmente, ça gonfle les chiffres. Mais j'entends bien. Mais si ça gonfle les chiffres, de toute façon, ça veut dire que ce sont des patients qui sont positifs. Donc, ça participe effectivement de la réalité de la circulation si ce monsieur virale. qui a la greffe rénale et qui a une petite angine, donc assez peu symptomatique, donc qui n'a pas spécialement besoin d'être hospitalisé, pourquoi on l'hospitalise, si ce n'est pour faire gonfler les chiffres et arriver à un taux d'occupation qui soit inacceptable. Il est hospitalisé, manifestement, il est hospitalisé pour d'autres raisons. Et absolument pas, non, il a une angine, donc on a eu le témoin direct, et surtout avec tout le problème des maladies iatrogènes qu'il y a dans un hôpital, il n'y a pas plus de microbes que dans un hôpital. Donc c'est ça la problématique. C'est ça la problématique de l'hospitalisation. Avec les maladies nosocomiales, ça on est d'accord. Mais attendez, là on est sur des cas d'espèces qui par rapport au nombre de malades Covid ne me paraît pas être un sujet. Après, c'est votre réflexion avec laquelle je ne suis pas d'accord sur l'utilisation effectivement de la communication. Mais bon, ça c'est votre avis, c'est pas le mien. 0262 234 567 et nous prenons notre Elena première auditrice. Elena. Bonjour. Il y a une question à poser au docteur Chiez. Bonjour Elena. Bonjour, vous écoutez Elena. Bonjour madame. Oui, bonjour docteur. Oui, on se rend compte que la peur est un élément décisif dans les décisions qui sont prises, d'après ce qu'expliquait le docteur de Chazourne, et puis on s'en rend compte dans la rue partout.
Et on est un peu inquiet à l'extérieur de voir qu'il y a une pensée unique qui s'applique, c'est-à-dire que tout le monde doit penser la même chose. Bah, Or, vous avez- en tout cas, pas Pas chez sur nous, hein. RTL, en tout cas. Mais Ah allez-y. non, justement, je félicite RTL. Je voulais le féliciter en début. Je l'ai pas fait, vous me donnez l'occasion de le faire. Mais d'autres Je la médias aussi le félicite font. pour hein. la qualité de son émission, de ses émissions. Vous parlez du taux d'incidence, mais vu de l'extérieur, j'ai l'impression que le taux d'incidence, il varie suivant la quantité de prélèvements qui vont être faits. Donc, Bah est-ce non, que c'est en fait non. C'était ça l'objet de ma question au docteur Chiez il y a quelques minutes. Visiblement non. j'ai pas bien compris. Non, parce que Alors- en Mais je fait, me suis mal la exprimé. situation risque d'être au contraire l'inverse. C'est-à-dire que plus vous faites des tests, certes, effectivement, on peut avoir plus de cas, mais surtout, on dilue le nombre de tests. Et donc, le rapport entre le nombre de tests et le nombre de tests positifs et le nombre de tests négatifs fait que, en fait, si vous faites 3000 tests, vous aurez probablement une proportion plus inférieure au fait que. Donc, effectivement, il faut pouvoir tester les personnes qui peuvent éventuellement présenter un risque, aller effectivement dans des zones où il y a la nécessité de faire un dépistage populationnel, mais en aucun cas vous allez y avoir une augmentation artificielle. À partir du moment où on a un test positif, il est positif. Et Des plus on tests, teste- plus des tests ciblés que des tests massifs. hein. Exactement. On est d'accord, contrairement à ce qu'un auditeur nous disait, Martine Ladoucette n'a pas dit vendredi de tester massivement toute la population. Cible. Ceci dit, elle a dit il faut cibler sur l'université, sur les voyageurs qui arrivent de Mayotte, sur les tests antigéniques. Pourquoi pas ceux de métropole d'ailleurs en plus. D'ailleurs, vous devriez normalement rencontrer les autorités aériennes concernant ces tests. Oui. Pour ceux qui viennent de métropole, c'est pas très compliqué. Ils sont déjà testés avant d'arriver. Donc, et après, il y a un test qui est proposé. Donc ça, Recommandé. c'est la loi, Bien recommandé. Et donc, 7 jours après avoir fait le test initial. Ce Donc, qui explique qu'elle ne donc, parle que de voilà. Mayotte. Donc c'est pour ça, sur le principe, effectivement, la possibilité sur Mayotte, mais c'est seulement une possibilité. C'est pas une obligation. La loi ne le permet pas. Docteur de Chazourne, sur ce que disait Elena, on va redonner la parole à Elena juste après, puis après Laurent. Oui, juste pour la communication, c'est quand même un rapport de l'Assemblée nationale de Madame Laurent Saint-Martin. Donc c'est pas de Chazourne. Et simplement, moi, je voudrais aussi revenir sur le droit à la prescription, le fameux RTU. C'est étonnant parce qu'on a supprimé une molécule, s'appelle hydroxychloroquine, suite à un article sur Lancet qui 2 jours après a été enlevé parce qu'il était totalement bidonné. Par contre, on continue à mettre le Remdesivir. Et chose Le étonnante, 22 mai, chose étonnante, c'est que j'en voulais savoir un peu plus sur cette fameuse molécule, Remdesivir, qui est utilisée dans tous les services de réa. Et il y a une revue en France qui fait référence, s'appelle la revue Prescrire, et elle a publié un article le 1er novembre, c'est pas long, elle dit aucune efficacité de ce médicament, qui est hors de prix, qui est financé par Gilead, et après on comprendra pourquoi. Et surtout, d'énormes facteurs de risque hépatiques et Tout le monde rénales. ne suit pas là. Gilead, c'est un laboratoire. On est bien d'accord. Le Remdesivir, faisait l'objet d'un des tests cliniques qui avait été lancé il y a quelques mois. C'est un médicament utilisé, vous le dites dans votre communiqué de presse, contre le virus Ebola, qui s'est révélé inefficace et dangereux, avec un risque de toxicité rénale. Sur l'hydroxychloroquine, il y a eu une grosse étude qui n'a pas été terminée, l'étude Discovery. Est-ce qu'on peut mettre juste entre parenthèses ce sujet pour revenir à ce que disait Elena, et on va en parler quand même, l'hydroxychloroquine au cours de cette émission, mais pour revenir sur ce que disait Elena, et pour moi, ma question que j'avais posée, vous n'avez pas répondu, le taux d'incidence, vous y croyez? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, vous êtes d'accord avec le docteur Chiez? Et l'incidence, tout dépend de ce qu'on appelle l'incidence, c'est le nombre de cas. Alors, nombre de cas, d'abord, c'est pas le nombre de malades, on est bien d'accord, c'est bien le nombre de tests positifs. Alors l'incidence va augmenter, va diminuer par chance avec les tests antigéniques, parce qu'avec la sensibilité qui est très inférieure à l'ERT-PCR, à 70%, donc parce que j'avais cru comprendre qu'il faudra bientôt les faire pour prendre l'avion. D'ailleurs, on va se retrouver avec des gens qui vont venir de métropole, se faisant tester avec un test antigénique dont le bénéfice c'est d'avoir le résultat en 20 ou 30 minutes, donc on va pouvoir prendre l'avion, sauf que ça va louper 30% des personnes qui seront peut-être positives, alors qu'ils auraient pu être diagnostiqués par RT-PCR. Donc c'est vrai un peu compliqué. Donc l'incidence, ça veut rien dire. Tous ces chiffres, moi je crois que vraiment qu'il faut qu'on parle aujourd'hui d'autre chose. C'est tous ces outils qui sont en train de se mettre en place, qui sont totalement liberticides. Et d'ailleurs, je vous étiez pas là la semaine dernière, mais je vous avais fait une invitation et je la renouvelle parce que j'ai peur d'oublier, ainsi que Madame Ladoucette, parce que quand je vois l'article fait dans La Réunion, j'ai l'impression qu'il y a
l'ARS, oui, dans le quotidien, il y a une ouverture quand même. D'abord parce que vous pouvez venir débattre, et je trouve ça assez extraordinaire. Je pense qu'on est peut-être les seuls en France, et RTL Réunion est peut-être les seules radios à venir. C'est donc le samedi 28 novembre, et vraiment, moi, ça me ferait plaisir. Vous allez avoir dans le cadre du festival du cinéma, à partir de 14h à la raffinerie de Savannah à Saint-Paul, il y aura un débat auquel je participerai sur la gestion Covid. Et ça sera un débat, mais totalement serein, totalement en prenant de la hauteur, justement sur ces outils de liberticide. Ces outils, c'est quoi? C'est les brigades signataires, c'est ces applications, c'est tout ce qui est en train de se dérouler sous nos pieds, et que je pense qu'on n'y fait pas attention, mais c'est l'avenir de la médecine de demain, et moi ça me fait peur. Le festival du film citoyen, on en reparlera sur RTL Réunion. On retourne au standard pour redonner quand même un petit peu la parole à Elena en une minute, et puis après enchaîner avec les autres auditeurs. Allez-y, Elena. Oui, parce que j'étais un peu frustrée. Bien sûr. En fait, quand on regarde le taux d'incidence, ça veut rien dire pour personne du grand public. Il y a quelque chose qui veut dire quelque chose, c'est le mot guérison. Et là-dessus, le docteur Chiez n'a jamais répondu. Comment est-ce qu'on peut employer le mot guérison par rapport aux cas asymptomatiques, puisque tous les cas positifs ne seront pas des cas malades? Est-ce que ce n'est pas une autre tricherie? Non, c'est pas une tricherie, c'est que dans toutes les affections virales, et on parle pas du Covid en général, vous avez une certaine part de personnes qui sont asymptomatiques. Donc on verra pas. Ce sera valable aussi pour Mais si on est asymptomatique, est-ce qu'on peut guérir en gros, c'est une question de sémantique. Oui, mais c'est une question de sémantique. Mais c'est valable pour toutes les affections virales, que ce soit les hépatites, que ce soit, vous avez des gens qui sont asymptomatiques qui guérissent au bout d'un certain temps. Donc manifestement, la guérison pour la maladie Covid-19, c'est sans symptômes après avoir fait un test positif et pendant 7 jours et sans qu'il y ait le moindre symptôme qui apparaisse. Donc ça, c'est un cadre. Mais on utilise ce mot guérison pour des facilités de communication. Oui, mais ça ne reflète pas exactement la réalité, puisque quand on est asymptomatique, je veux bien que tout soit communication, mais la communication, c'est aussi la capacité à parler, à expliquer, et donc c'est aussi le fait de dire qu'à un moment donné, les gens sont effectivement guéris, peuvent avoir des séquelles sur les tests, mais n'ont plus la circulation virale et n'ont pas de symptômes. C'est ça. Et donc quand vous annoncez qu'il y a tant de personnes guéries, c'est qu'en fait, c'est tant de personnes qui ne sont plus contaminées. Absolument. Voilà. Et effectivement, et les personnes asymptomatiques qui ne sont plus contagieuses. Voilà. Et bien sûr, vous avez raison sur le point. Il y a des personnes asymptomatiques qui sont passées au-dessous du radar, si vous me permettez l'expression, et qu'on n'aura pas à dépister. C'est une réalité. Merci Elena. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, Elena. Au revoir. À très bientôt. Laurent, bonjour. Au revoir. Laurent, bonjour. Pardon pour cette attente. Non, mais il y a pas de mal. Mais de toute façon, on aurait pu le dire dès le début de cette émission, elle va encore être trop courte, vous inquiétez pas. Donc c'est pas grave, on en fera d'autres avec les deux intervenants. Allez-y, Laurent. J'espère bien. Mais, moi, je suis peut-être un peu bête, mais j'ai toujours pas compris la réponse à la question que posait l'auditrice précédente. Mais bon, il faut dire sur quoi, sur la sémantique guérison, personne guérie. Voilà, c'est une question. Voilà. Ça, c'est clair pourtant. Mais... Voilà. Pour vous, c'est clair, mais non. Pour les auditeurs, en tout cas, l'auditeur que je suis, ça l'est pas. Et parce que une réponse doit être claire, mais bon, voilà. Ce que j'ai compris, c'est que le mot qui est utilisé, le mot de guéri qui est utilisé, est pas forcément à approprier. On va dire que c'est une facilité de communication et qu'il faudrait dire qu'ils ne sont plus contaminants, qu'ils ne sont plus contagieux, etc. Bon, voilà. Voilà, c'est pas forcément, c'est normalement, en général. Mais vous posez pas la question pour toutes les autres maladies virales et c'est la même chose. Mais pour toutes les autres maladies virales, on n'est pas confiné, on n'est pas privé de liberté, etc. Donc moi, je reviendrai juste sur 2 points, si je peux, assez rapidement. C'est premièrement, quand des auditeurs, des personnes avancent, même des médecins, le médecin Chazot, le docteur Chazot, si je me trompe pas, avance que d'autres médecins, d'autres chercheurs, etc. ne sont pas d'accord, ont des arguments contre la politique gouvernementale, contre les prédictions, la communication, etc. La réponse qui est faite, c'est que oui, on les entend pas.
Bah oui, mais on les entend pas, surtout parce que je parlerai pas de censure, mais parce que leur parole n'est pas relayée. Voilà, on relaye plus la parole des médecins avec des conflits d'intérêts et qui sont pro-gouvernementaux que les autres. Voilà, déjà ça c'est une chose. Et la deuxième chose, oui, bah, c'est mon avis. La deuxième Après, chose. on regarde pas tous forcément les mêmes médias. Hein. Ben, moi, j'écoute RTL et France Inter. Voilà, désolé de faire la pub pour une chaîne, une radio nationale. Voilà, j'écoute principalement ces deux, plus tous les alternatives qu'il y a sur les réseaux, sur les commentaires qu'il peut y avoir sur vos sites et sur les différents sites, Facebook, et pareil pour les autres. Deuxième chose. Et la deuxième chose, je suis désolé, franchement, je reviendrai encore sur ces masques, sur cette polémique de masques, où au mois de mars, c'était trop tôt pour en parler, c'était pas le moment pour en parler, mais en tout cas, il s'avère que l'ARS a contribué à distribuer des masques contaminants. Heureusement que la moisissure était verte parce que sinon on aurait eu une autre hécatombe. Voilà, et qu'on n'a toujours rien. Il y a toujours pas de procédure. Je ne comprends pas pourquoi les différents syndicats de médecins, d'infirmiers et tout ne portent pas plainte. Il y aurait largement de quoi. Pourquoi, et je vous propose, pourquoi ne pas faire une émission avec le médecin qui est là, qui représente l'ARS, soit un médecin, le directeur du CHU qui devrait être autorisé à enfin venir sur vos plateaux, et le rédacteur en chef d'Antenne Réunion qui était responsable de la communication, qui avait dit que le CHU avait communiqué comme quoi il n'avait jamais fait de contrôle sur ces masques. Donc pour enfin faire un point là-dessus, sur cette histoire, parce que pour l'instant, en tout cas à mon avis, je ne fais aucune confiance aux institutions que représente l'ARS et les autres, parce que quand on ment comme ça, on est capable de mentir sur tout. Merci beaucoup, Laurent. Et on le voit bien avec ces histoires de masques où les masques étaient interdits, étaient déconseillés pour les enfants, et maintenant ils sont obligatoires. Merci Laurent. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci Laurent. Un mot là-dessus. Oui, moi je rappellerai juste ce qu'on en avait parlé, le tribunal administratif de Pau, de l'ordonnance du 2 septembre 2020 qui a fait un recours sur l'obligation de ce port de masque dans les lieux publics, et ils ont gagné. Donc il va y avoir pire qu'aux États-Unis, peut-être il y aura plein de recours de justice et dans les procès dans les mois à venir, en fonction notamment de la responsabilité des autorités sanitaires qui donc ne donnent pas de protocole. On a quand même depuis 7 mois, on ne sait pas quoi donner nous en amont de l'hôpital. Quelqu'un qui a le Covid, qu'est-ce qu'on fait? On donne du paracétamol, c'est tout. On n'a pas il n'y a pas de protocole. On n'a pas pu mettre en place un protocole avec la molécule que vous voulez, mais qu'on essaye des choses. Deux choses, juste. Laurent disait, il n'y a pas eu de plainte suite à ces histoires de masques moisis. Est-ce que vous les... Oui, on va pas revenir. Moi, j'attaquerai pas l'ARS. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce qu'ils sont gentils de venir. et puis surtout, mettez-vous à leur place. Enfin, je veux dire, ils ont été pris dans une espèce d'engrenage de délirants dont ils ne sont pas les responsables. Donc, ils sont pas tous les jours dans les sous-sols de l'ARS, j'imagine. La gestion, elle a été, à mon avis, défectueuse au niveau national. Et deuxième chose à préciser quand même, le collectif que vous représentez n'est pas anti-masque. Il faut pas qu'il y ait un amalgame entre le mouvement anti-masque à La Réunion, qui est un peu confidentiel, on va dire, et le collectif que Mais vous absolument, c'est pour ça Madame Ladoucette qui dit ceux qui sont anti-masque, on n'est pas anti-masque, on n'est pas anti-vaccin, on a simplement un argumentaire devant les masques à l'extérieur. Est-ce que à l'intérieur, d'ailleurs, j'ai enlevé mon masque depuis la semaine dernière, tout simplement parce qu'il y avait un patient Covid+, donc j'avais été testé, donc par respect, et je vois que Monsieur Chies garde son masque. Vous ne l'aviez pas sur ni Antenne Réunion, sur le JT, ni à Réunion Première. Mais peut-être qu'ici c'est plus confiné, où l'aération est moins bonne. C'est un peu une boutade. Non, c'est pas une boutade, c'est une réalité, puisque on n'est pas sur les mêmes distances. Ah d'accord. Et donc mais pas sur les mêmes durées. C'est-à-dire que quand j'interviens effectivement pendant 5 minutes et à partir du moment où on est à plus de 4 mètres, là effectivement on n'a pas de raison de les mettre. On revient sur l'hydroxychloroquine. Oui, c'est ça, exactement. Je me permets de revenir sur ce sujet. Et puis après on va prendre Jean-Marie et Jean au téléphone. Le collectif que vous représentez, Philippe de Chazourne, estime que les médecins généralistes ont une expertise pour pouvoir peut-être affiner aussi les différents diagnostics autour de la Covid. Vous plaidez finalement pour que vous puissiez pour pouvoir soigner les patients Covid. Vous en recevez très très peu. François Chaise, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les médecins généralistes n'ont pas un rôle à jouer afin d'affiner finalement les prises en charge pour éviter peut-être des hospitalisations qui seraient inutiles?
Pour d'autres affections, en particulier une affection que j'ai suivie depuis le début, comme la maladie VIH, on avait bien sûr des collectifs à la fois hospitaliers, à la fois des médecins de ville, et donc on a travaillé en commun. Il n'y a aucune raison qu'un travail ne puisse pas se faire effectivement en commun. En revanche, là où je mettrai effectivement un bémol, c'est que des protocoles et tout, il y en a sur la dexamethasone, sur un certain nombre de traitements. Après, mais pas l'hydroxychloroquine. Non. Après, l'expérience va être effectivement appréciée différemment en fonction des différents médecins. L'analyse du collectif Médecins 974 là sur l'hydroxychloroquine et sur donc cet essai clinique qui s'appelle Discovery, c'est clair. Une étude est publiée le 22 mai par Lancet qui remet en cause l'hydroxychloroquine. 5-6 jours plus tard, on verra que cette étude, en fait, c'est complètement bidon. Sauf que entre le moment où l'étude est publiée et le moment où l'étude est démontée, le 26 mai, Discovery est arrêté par l'Agence du médicament. Oui, on en saura plus parce qu'il y a une plainte officielle contre l'ANSM pour ça. Donc tout cela est tellement clair. Mais si vous voulez, c'est clair, mais pas forcément depuis le Covid. Et vous militez pour l'hydroxychloroquine? Je milite pour rien. Je milite parce que j'ai défendu les gens du Mediator avec Karine Frachon. Je milite pour l'absence de conflit d'intérêts en médecine. J'ai pas commencé avec le crise Covid. Ça, on me connaît, ça fait 30 ans que je suis dedans. Donc ce n'est qu'un exemple de plus. L'hydroxychloroquine, j'en sais rien. Il suffit de le tester. On est peut-être dans une première vague ici. Peut-être. C'est quand même un sacré milieu extraordinaire pour tester quelque chose, randomisé. Donc on le fait pas, ça fait quand même 8 mois qu'on est dessus. Oui, mais attendez, ça a été fait. Mais non, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas que le Lancet. Non, mais à La Réunion. Mais j'en sens, mais il n'y a pas que La Réunion. Pour nous, c'est la première vague. On fait de la recherche au niveau international. D'autres études sur l'hydroxychloroquine et ses associations ont été faites et ont montré effectivement, en dehors de l'article du Lancet, que ça n'était pas efficient. Donc, à un moment donné, ça dépend effectivement des études que l'on lit. Et donc sur le sujet, je ne pense pas. Aujourd'hui, on voit que la pratique au niveau hospitalier s'est beaucoup affinée. On voit que les durées d'hospitalisation sont plus courtes, qu'on voit que les atteintes pulmonaires sont prises en charge beaucoup plus rapidement. Que les gens d'autres traitements sont moins Margie Sud nous disait le fait d'intuber des malades, c'était gravissime pour elle. Bien sûr. Manifestement, il y a une réflexion et maintenant on intube beaucoup moins. C'est clair. On part au standard où il y a deux personnes. On a Jean-Marie en ligne. Ouais. Bonjour. Jean-Marie, on écoute votre question. Il nous reste moins de 5 minutes. Oui. Et après il y aura Jean si on arrive à le. Assez court, s'il vous plaît. Mes questions rejoignent un petit peu le débat qui vient d'avoir lieu. D'une part, que le constat est depuis 6 mois. On renvoie les gens qui ont été testés positifs chez eux tranquillement avec une boîte de Doliprane et en espérant qu'ils n'accutissent pas. On pourrait peut-être proposer autre chose puisque dès qu'ils ont atteint l'hôpital, on les met réellement sous un traitement, qu'il soit corticoïde, héparine de bois moléculaire ou antibiotique. Est-ce qu'on pourrait pas anticiper et prévoir avant quand ils sont chez eux? Avec le réseau des médecins généralistes. Ça signifie aussi de laisser, là je m'adresse au docteur Chiez, la liberté de prescription au médecin. Le médecin a un diplôme, il n'a pas à se soumettre à des pouvoirs politiques ou à des pouvoirs de conseil scientifique, parce que où va-t-on s'arrêter? Demain, pour une rougeole, on lui dira il peut pas faire ça ou ça parce que c'est pas assez cher ou pas. Il pourra pas traiter un lupus, il pourra pas traiter une insuffisance rénale parce que le pouvoir politique lui interdira de prescrire ça ou ça. Où ça s'arrête. Et rappelons d'ailleurs que l'hydroxychloroquine est un médicament qui est utilisé avant de parler de la Covid et utilisé pour autre chose. On se focalise même pas sur l'hydroxychloroquine. Je ne parle pas de l'hydroxychloroquine, je parle en général. Ouais, en général. Simplement juste une petite remarque. Une petite remarque de... Si l'hydroxychloroquine était si dangereuse, mais on devrait porter plainte contre justement Dominique Marinacci et tous ceux qui l'ont précédé à la NSM pour mise en danger d'autrui, parce que c'était quand même un médicament prescrit sans ordonnance quand même jusqu'en janvier 2020. Jean-Marie, merci, on est obligé de vous laisser et de prendre Jean au téléphone parce que tout le monde doit pouvoir s'exprimer, on arrive à la fin. Bonjour Jean. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi je viens revenir sur l'hydroxychloroquine.
l'hydroxychloroquine, j'ai pris des informations en dehors des médias. Je suis tombé sur une étude co-signée par le professeur Harvey Risch de l'université de Yale, et ce n'est pas n'importe qui rassemble toutes les... Oui, alors, ne jouons pas sur les mots, s'il vous plaît. Donc, alors, qui est donné précocement, qui dit qu'avant hospitalisation, on conclut à une réduction de 24% du nombre d'infections. Une même étude menée par le docteur Garcia Albeniz de l'université de Harvard, qui examine toutes les études randomisées et qui conclut à une efficacité de nouveau de l'hydroxychloroquine. Alors si des personnages comme ça, ils se permettent de dire ce genre de choses et d'apprécier les études, je vois pas comment nous, de notre côté, on a d'autres chercheurs qui disent le contraire, je veux bien, mais à ce moment-là, ils n'ont pas la parole divine. Voilà. D'autre part, les Brésiliens ont fait des études là-dessus également. On interdit aux médecins généralistes, alors ça je l'entends tous les jours et je le sais parce que moi-même j'ai posé la question à des médecins généralistes que je connais, de prescrire largement ce médicament. D'autre part, on sait très bien qu'à l'IHU de Marseille, ils ont associé l'hydroxychloroquine avec du zinc. Alors pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne met pas toutes les chances de notre côté pour sauver les gens ? On nous annonce qu'il va y avoir... Merci Jean, pardon. On va devoir conclure, merci. On aimerait bien donner le dernier mot à Philippe de Chazourne et Dr Chiez. Pour compléter ce que dit ce monsieur, il faut quand même voir que dans les EHPAD dans le sud de la France, il semblerait, et c'est une publication qui est en cours, ça y est, elle va bientôt être publiée dans un journal prestigieux anglophone d'infectiologie, c'est quand même que ce n'est plus malheureusement une revue de référence, deux fois moins de morts dans les EHPAD parce qu'ils ont été traités par hydroxychloroquine que les autres. Il va falloir que les autorités sanitaires prennent ça en considération, sinon ça va être terrible pour eux. Et pourquoi est-ce qu'en Allemagne, qui ont donné des millions de doses, pourquoi il y a eu moins de cas sévères ? On peut se poser la question aussi, parce qu'ils ont utilisé énormément hydroxychloroquine, azithromycine. D'ailleurs, vous le dites dans votre communiqué, l'Allemagne a commandé des centaines de milliers de doses d'hydroxychloroquine en février-mars dernier. Docteur Chiez, là-dessus. Moi, et ça c'est aussi, on a une expérience qui est partagée ou non partagée, mais les études, il faut qu'elles aient du temps pour donner effectivement des résultats. Et donc par rapport à ça, en tout cas sur la Réunion, on ne peut pas considérer qu'on soit dans une situation où la maladie Covid entraîne et mortalité et morbidité en grande quantité. Et donc on voit que la qualité de la prise en charge, avec effectivement les protocoles tels qu'ils existent, est manifestement tout à fait correcte. En dehors de ça, je serais très prudent sur les analyses, sur des papiers qui n'ont pas fait l'objet de comités de lecture, je ne parle pas du Lancet, mais qui n'ont pas été effectivement étudiés sur la durée. Aujourd'hui, d'autres molécules seront étudiées. On a parlé du sida en d'autres temps. Il a fallu 80 000 molécules pour trouver la première molécule antivirale efficace, et encore faiblement efficace, qui a été l'AZT. Donc on voit bien que la durée est nécessaire pour analyser. C'est pas telle ou telle expérience dans tel ou tel lieu qui permet effectivement de donner effectivement une situation ou un traitement absolument efficace. On voit qu'actuellement, avec les traitements qui sont mis en place à La Réunion, les personnes sont traitées de façon le plus satisfaisante possible. Oui, en attendant, le Remdesivir est donné partout et il tue par le rein et par le foie. Et on sait très bien qu'il n'est pas efficace. Par contre, il fait gagner du pognon au labo. Donc ça pose un vrai problème. Et si, dans tous les réa de France et d'ici, il est donné, puisque c'est le protocole gouvernemental. Donc ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Un débat qui n'en finit pas, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, messieurs. Merci encore à vous. Merci à vous. On remet ça quand ? Peut-être au Festival du film. Donc je pense la semaine prochaine, vous n'êtes pas là, Philippe de Chazourne. C'est-à-dire que moi, je me fatigue un peu et peut-être que ce serait bien d'avoir d'autres interlocuteurs. Eh bien, on regardera ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour ce débat. Merci à vous. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion.